Bonjour, aujourd'hui premier chapitre du deuxième thème du programme de terminale, c'est le chapitre numéro 5 qui va traiter de cinématique et dynamique newtonienne. Ce premier chapitre de mécanique va nous permettre de revoir et de préciser un certain nombre de notions en termes de mouvement, référentiel, force. Et donc, à la suite des différents contenus et compétences exigibles, vous avez la première partie qui traite de la description du mouvement. En préliminaire, j'ai noté que cette année, les études mécaniques ne porteront que sur l'étude d'un point matériel, c'est-à-dire que dans le cas de l'étude d'un solide, on ramènera ce solide au point matériel particulier que constitue son centre de gravité. De plus, toutes les études de mouvement ne porteront que dans des plans. On a beau avoir un mouvement qui sera par définition tridimensionnel, on ne s'attachera à l'étude du mouvement que dans un plan. Alors la première chose à aborder, c'est la manière de repérer la position d'un point. Donc on repère la position d'un point par un vecteur. Alors j'ai fait une petite vidéo sur la manière de projeter différents vecteurs. Pourquoi est-ce qu'on utilise un vecteur? Donc ça figure déjà dans la vidéo, je vais juste le repréciser. Le vecteur a un énorme avantage quand on est physicien, c'est qu'il amène plusieurs informations en même temps. On a une information de direction, de sens, de norme, et éventuellement un point d'application. Et donc cet outil mathématique, multi-information, nous évite de préciser d'autres données. Alors comme vous le voyez ici, le vecteur position, on définit donc un repère. Alors c'est un repère bidimensionnel, OXY. Chacun des axes porte un vecteur unitaire, donc le vecteur I sur l'axe horizontal et le vecteur J sur l'axe vertical. Et donc un vecteur, le vecteur OG par exemple, se définit comme une abscisse, petit x, une ordonnée petit y, ainsi qu'une coordonnée sur le troisième axe que je n'ai pas représenté ici, que j'appelle petit z. Et donc, soit vous représentez le vecteur comme OM égale x fois le vecteur unitaire i plus y fois le vecteur unitaire j plus z fois le vecteur unitaire k, soit vous l'exprimez sous forme de vecteur colonne, où x, y et z représentent les coordonnées du vecteur dans le repère choisi. Au cours d'un mouvement, puisque c'est quand même un petit peu l'objet de l'étude cette année en mécanique, on va donc avoir un point qui va prendre différentes positions au cours du temps. L'ensemble des points occupés successivement par le solide au cours du temps est ce qu'on appelle une trajectoire. Ce qui veut donc dire que quand on représente le vecteur position du point G, par exemple, les composantes x, y et z sont donc des variables qui vont dépendre du temps, puisque en fonction du temps, ces composantes vont avoir leurs valeurs qui vont changer. Une fois qu'on a défini la position, la première grandeur intéressante d'un point de vue calcul est la vitesse. Alors, la vitesse correspond par définition à la variation de position en fonction du temps. Donc j'ai noté ici que le vecteur vitesse caractérise la variation du vecteur position en fonction du temps. De la même manière que la position est repérée par un vecteur, on repérera la vitesse par un vecteur. Alors, jusqu'à présent, quand on parlait de vitesse, vous aviez l'habitude d'accéder à une vitesse qu'on appelle vitesse moyenne, qui était en fait la distance parcourue par un solide pendant un certain intervalle de temps. Et donc, cette vitesse correspondait à la vitesse moyenne du solide au cours de l'intervalle. Lors de toutes les études que l'on va réaliser cette année, la vitesse moyenne n'a que peu d'intérêt pour nous. Ce qui va nous intéresser, c'est la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse qu'a le solide à un instant donné. Comment passe-t-on d'une vitesse moyenne à une vitesse instantanée? Simplement en diminuant l'intervalle de temps sur lequel on va calculer cette vitesse. Alors voilà par exemple le relevé d'une trajectoire d'un solide en fonction du temps. J'ai donc ici en ordonnée la position du solide et en abscisse le temps au bout duquel il a atteint les différentes positions. Donc la trajectoire, l'équation qui va nous déterminer la position du solide en fonction du temps, est représentée ici par la courbe en bleu. Si je prends le point particulier qui se trouve ici, ce point-là que je vais appeler le point A, quelle est la vitesse moyenne du solide lorsqu'il atteint le point A? Quelles sont les coordonnées du point A? Le point A, vous avez une coordonnée de temps qui correspond globalement à une durée de 3,5 secondes. Au bout de 3,5 secondes, il a atteint l'abscisse qui vaut environ
5 mètres. Alors, le solide parcourt 5 mètres en 3 secondes et demie. Maintenant, si je vous demandais de décrire le mouvement de ce solide, quel est le mouvement? Alors, vous avez ce qui peut s'assimiler à une trajectoire qui est du type d'un polynôme de second degré, c'est-à-dire de type parabolique. En fait, je n'ai pas représenté un repère d'espace, mais j'ai représenté une grandeur d'espace, une position, si vous voulez, en fonction du temps. Donc, ça veut dire que si je me limite strictement à l'étude de ce graphe, le mouvement a lieu sur un axe, l'axe X. Et le solide se déplace sur cet axe X au cours du temps, et donc, si je trace cet axe X, j'ai l'origine. La valeur maximale qu'atteint le solide sur cet axe est aux alentours de 6 mètres. Donc ça veut dire qu'il va parcourir l'axe jusqu'à la position maximale qui est à peu près de 6 mètres, 6,2 mètres, donc à peu près jusqu'à ce point-là. Et ensuite, donc au bout d'une durée de 2,5 secondes, on se rend compte que l'abscisse diminue. Donc ça veut dire que le solide va dans un sens, puis dans l'autre sens, puisque on ne s'intéresse au mouvement que sur l'axe X. Maintenant, si je demande, lorsqu'il atteint le point A, quelle est sa vitesse moyenne jusqu'au point A? Comment on fait? Ben, on va diviser. Donc, la vitesse moyenne sera égale à quoi? À la distance parcourue sur l'intervalle de temps nécessaire, c'est-à-dire 5 mètres divisé par 3,5. Ce qui nous donne une vitesse de 1,43 mètres par seconde. Alors, cette valeur de 1,43 mètres par seconde correspond, sur ce graphique-là, à la pente de la droite que j'appelle la séquente, c'est-à-dire qui relie l'origine, 0 mètres 0 secondes, au point A. Et donc, cette vitesse moyenne revient à faire le calcul de la pente de cette séquente, c'est-à-dire, si vous vous rappelez la définition d'une pente, c'est YA moins YO sur XA moins XO. YA, c'était 5, moins YO, 0, donc 5, divisé par 3,5. Donc ça correspond à la pente de la séquente. Si maintenant, on s'intéresse et on se rend compte qu'en fait, cette vitesse moyenne ne veut quasiment rien dire, puisque le solide va dans un sens, jusqu'à une abscisse maximale de 6,2 mètres, puis revient dans l'autre sens. Donc, le vecteur vitesse change de sens. Que veut dire la vitesse moyenne? Strictement rien. Donc, on s'intéresse à une vitesse instantanée. Quel est l'intérêt de calculer la vitesse instantanée? C'est de connaître la vitesse du point, du solide, à un moment donné. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement diminuer l'intervalle de temps qui est ici, dans le cas de la vitesse, du calcul de la vitesse moyenne, était de 3,5 secondes. Et donc, en diminuant l'intervalle de temps, si on s'intéresse, par exemple, ici, au point B, on va donc s'intéresser à la vitesse instantanée au point B. En diminuant l'intervalle de temps, vous allez vous rendre compte que graphiquement, on va passer d'une séquente à une tangente. Le calcul sera le même, c'est-à-dire que on se retrouve avec un tout petit intervalle centré sur le point B de part et d'autre, et on verra en cours que l'on passera à la limite lorsque cet intervalle tend vers 0, et que donc on passera d'une pente algébrique à sa limite différentielle, qui est d'ailleurs la dérivée de la courbe. Alors, dans le cas ici de cette tangente, comment on calcule la vitesse? On va mesurer la pente de cette tangente en prenant par exemple deux points. Un point qui se trouve ici et un autre point qui se trouve là. Donc ici je vous ai représenté en projection qu'en fait entre ce point-là et ce point-là j'ai à peu près 2 mètres d'ordonnée et j'ai environ 2 secondes de durée. Ce qui veut dire que la vitesse instantanée en A est égale au calcul donc de la pente de la tangente, c'est-à-dire 2 mètres divisé par 2 secondes, c'est-à-dire 1 mètre par seconde. La vitesse instantanée correspond à la pente de la tangente. Et on se rend compte graphiquement que effectivement on a 1 mètre par seconde pour la tangente, 1,43 mètres par seconde pour la séquente, et effectivement la pente de la séquente est un petit peu plus importante que la pente de la tangente. Et donc on retrouve, en résumé, pour ce point-là qui était donc le point A, la vitesse moyenne de
jusqu'au point A, qui sera égal à la variation de position divisée par la durée nécessaire, c'est-à-dire delta x sur delta t. Si je veux la vitesse instantanée va nous ramener à la détermination de la limite lorsque l'intervalle de temps tend vers 0 de delta x sur delta t. Et cette vitesse instantanée, et surtout cette limite, s'écrira par l'élément différentiel dx sur dt. Le terme d qui est là ne signifie pas d fois, signifie dérivée. Et donc on a, en prenant celui-là, la dérivée de x par rapport au temps. Le temps qui figure ici au dénominateur. Et donc on aura, si on veut déterminer la vitesse instantanée en a, à faire le calcul de la dérivée de x égale f de t au point A. Et c'est-à-dire que graphiquement, on va se retrouver avec une tangente qui sera à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une pente négative, ce qui veut dire que la vitesse instantanée en A sera négative. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, sur l'axe orienté, on partait de 0, on allait jusqu'à à peu près 6,2 mètres, d'accord, x en mètres, et donc quand on est à 3,5 secondes, le solide a déjà fait tout ça et est en train de revenir. Donc le vecteur vitesse est dirigé vers les x négatifs, d'où la vitesse instantanée A qui sera négative. Donc vous retrouvez ici tout ce que je viens de voir sur un axe unidimensionnel mais rapporté aux 3 dimensions, x, y et z. La vitesse, la valeur de la vitesse, ça vous le retrouvez sur la petite vidéo sur la projection du vecteur, ben c'est simplement la racine carrée des différentes composantes au carré. Attention, quand on se retrouve dans le plan, on a effectivement à faire des calculs qui sont du type Pythagore, comme vous l'avez sur l'autre vidéo. Donc là, vous avez résumé la manière de tracer un vecteur, c'est-à-dire que le vecteur est toujours tangent à la trajectoire. Quand on passe à l'accélération, qu'est-ce que c'est qu'une accélération? C'est la variation du vecteur vitesse en fonction du temps. Donc on va se retrouver dans le formalisme, on va avoir la même relation qu'il y a entre accélération et vitesse qu'il y avait auparavant entre vitesse et position. Donc tout le formalisme est rigoureusement le même. Sur le graphique, tel que vous allez voir dans le deuxième TP de mécanique, le vecteur accélération, c'est donc une variation de vecteur vitesse. Ça va donc être, d'un point de vue macroscopique, une variation de vecteur vitesse, donc une différence de deux vecteurs vitesse. Donc on sera amené à faire des constructions vectorielles de ce type-là. Le tracé des vecteurs accélération aura été vu. Et on passe au point suivant qui est relativement important mais qui ne se définit pas de manière très complexe, c'est la quantité de mouvement. Donc le vecteur quantité de mouvement est tout simplement le produit du vecteur vitesse par la masse. Alors attention à ne pas confondre avec la masse multipliée par l'accélération, que l'on va voir dans les lois de Newton dans la deuxième vidéo. C'est simplement une grandeur qui met en jeu à la fois la vitesse, le vecteur vitesse de l'objet et sa masse. C'est donc un vecteur, puisque vous multipliez un scalaire par un vecteur. La dernière partie de cette première vidéo va traiter des différents mouvements. Donc là, on verra en cours, et notamment à travers différents exercices, les types de mouvements. Donc on a un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse reste constant. Uniformément varié, c'est le vecteur accélération qui reste constant. Circulaire uniforme et circulaire uniformément accéléré. Donc on verra, on détaillera tous ces types de mouvements lors de différents exercices. Je vais maintenant terminer là cette première vidéo pour ensuite passer à la deuxième sur les lois de Newton.